Café Plot, épisode pilote. Au Café Plot, on aime l'horreur et y a pas de tabou. C'est un peu comme le sexe oral du macabre, mais les commandites en moins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tootsie, je suis fan de disco et d'histoires sordides. J'ai bâti ce café pour y parler de sujets un peu déstabilisants et ce, sans tabou. Des sujets qui touchent l'horreur, sous tous les formats possibles, donc cinéma, littérature, musique, archives, faits divers, etc. J'espère que vous trouverez ici un excellent moyen de faire passer le trajet de métro de la calice de STM plus rapidement. Pour ce premier épisode, je me lance sur un sujet qui me fascine depuis la tendre enfance, le torture porn. Je vous l'accorde, c'est un peu fucked up. Faut dire que le torture porn était une trend cinématographique en pleine expansion au moment où moi, je découvrais le cinéma d'horreur, et j'ai beaucoup de raisons de penser que ce sous-genre est en train de renaître et que d'ici quelques années, l'ultraviolence dominera à nouveau nos salles obscures. Mais là, avant de me lancer à frette dans le vif du sujet, je vous propose quelques préliminaires et ce, dans un but purement éducatif. Alors pour les fans hardcore de cinéma d'horreur, vous devez déjà savoir que ce genre cinématographique est constitué d'une shitload de sous-genres, sous-genres qui ont su rapporter une shitload de cash à Hollywood au fil du temps. Et bon, peut-être pas juste à Hollywood, mais dans cet épisode-là, on va focusser surtout sur l'industrie hollywoodienne des années 60 à aujourd'hui. Parce qu'avant de prévoir une tendance dans le futur, faut s'éduquer un petit peu sur ce qui s'est passé avant. Alors, je tiens d'abord à remercier la docteure Rebecca McKendry, une savante absolue de l'horreur, qui, en janvier 2017, animait un podcast appelé Nightmare University, podcast où elle a consacré un épisode complet au torture porn. Donc voilà, elle a fait une recherche très complète, très académique sur le mouvement en question, et ça s'appelle A Treatise on Torture. Il s'agit du 4e épisode de la seconde saison de Nightmare University, qui fut, soit dit en passant, ma référence principale durant mes recherches pour ce premier épisode de Café Plot. Et pour cette raison, je tenais à mentionner cette grande dame de l'horreur. Donc, Madame McKendry, si vous nous écoutez, le lien pour écouter votre émission sera dans la description de la vidéo. Alors, leçon d'histoire. En 1963, Herschell Gordon Lewis sort son film Blood Feast, film qui met en scène une violence extrêmement graphique et beaucoup de totons. Blood Feast est considéré comme le premier film gore par beaucoup de critiques. On y voit entre autres une femme se faire trancher la jambe, une autre se faire arracher la langue, une autre se faire ouvrir le crâne. Bon, on n'y croit pas une seconde, mais on voit tout. Puis dans les années 60, les écrans de cinéma montraient pas toutes. Vraiment pas toutes. Mais Blood Feast et les autres films de Gordon Lewis sont destinés à un public assez niché, donc on est plutôt dans les projections de minuit, les cinéparcs. C'était pas encore une violence qu'on voyait dans les salles commerciales, mais Herschell Gordon Lewis venait de tâter le terrain pour une nouvelle vague de cinéastes de l'underground. C'est le début du cinéma gore, ou splatter film, ou torture porn, qui deviendra également un terme en 2006. Rendu dans les années 70, il y a un boom de films d'exploitation qui, cette fois, osent pousser les limites de la violence et du sadisme. Ce qui fait du sens, considérant que la guerre du Vietnam tirait à sa fin et que le public était déjà bombardé d'histoires et d'images violentes partout dans les médias. En 1972, c'est la dernière maison sur la gauche de Wes Craven qui prend l'affiche et les gens sont scandalisés. Son réalisateur, Wes Craven, a été grandement influencé, drôle à dire, mais grandement influencé par les images violentes diffusées dans les médias de l'époque. Dans son premier film, tout contraste avec les grandes productions léchées de l'époque. On y retrouve quelque chose de très viscéral. Alors, le grain est sale, c'est filmé tout croche et on est témoin d'une violence particulièrement sadique et réaliste. Le feeling n'était pas le même avec Gordon Lewis. Après une séance de Blood Feast, on est dégoûté, certes, mais on est un peu crampé.
parce que les acteurs sont pourris et que le sang ressemble à de la gouache. Dans Last House, on n'est pas dans quelque chose de campy. On est dans le nihilisme le plus total. Il n'y a pas de farce, il n'y a pas de lueur d'espoir. On voit 2 jeunes filles se faire violer, torturer, abattre pendant ce qui semble durer une éternité. Et à ce moment-là, on n'est même pas rendu au 3e acte. Et je crois que le film fait même pas 1h30. Bref, on sort du cinéma brisé, confus. On aurait le goût de rire, mais ça veut pas. Et pourtant, le film cartonne. C'est un succès qui va bientôt engendrer une panoplie de films d'exploitation qui poussent aussi les limites de la violence possible à l'écran, jusqu'à en faire quelque chose de complètement anodin au fil de la décennie. Parce que oui, après le succès de Last House on the Left, grâce aux salles de cinéma plus rebelles, on voit sortir énormément de films ultra-violents et semi-pornographiques. Là, pour ne parler que de mes préférés, j'aimerais nommer Ilsa, la louve des SS de Don Sherman, 1975. Donc, la belle Ilsa, qui est une gardienne de camp de concentration, qui la nuit couche avec des hommes pour ensuite les castrer, et le jour, elle torture des femmes pour prouver une théorie selon laquelle ces dernières seraient plus tolérantes à la douleur. Voilà, donc c'est une excuse en fait pour une succession de scènes de cul et de torture vraiment cruelle et dégueulasse. Et on s'entend que le contexte historique rajoute au malaise, parce que ouais, ça a beau être campy, ça a beau être mal joué, ça a beau être niaiseux au bout dans sa prémisse, ça demeure très dérangeant. Encore aujourd'hui, il me rend inconfortable. Il me fait beaucoup rire, mais il me rend aussi très inconfortable. Alors, tous ceux qui aimeraient voir des méchantes gardiennes nazies fouetter des gens en toton, parce qu'elles sont pratiquement tout le temps en toton, je vous propose Ilsa, la louve des SS. Je sais pas quoi dire de plus. Je serais pas capable de le vendre anyway, ça fait qu'aussi bien... Ok. Dans les autres mentions honorables, on aurait Thriller, A Cruel Picture de Bo Arne Vibenius, qui suit pas mal la même trame narrative que Last House on the Left, avec des inserts pornographiques cette fois. Ouais, pas dans tous les codes du film, mais je sais qu'il existe une version où ils ont ajouté des plans pornographiques. Last House on Dead End Street de Roger Watkins, ça sent le copycat. Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper en 1974, qui est peut-être pas aussi graphique que les autres mentions, mais qui a sa place tout de même dans le cinéma underground. Dans le cinéma underground, dans le cinéma tout court, c'est un classique. I Spit on Your Grave de Meir Zarki, peut-être pas ce que je considère comme étant un classique, mais un classique de l'exploitation, ça c'est indiscutable. The Hills of Eyes de Wes Craven, qui était un film de commande suite au succès de Last House on the Left. Donc voilà, je pense que ça ne tentait même pas de réaliser un autre film d'horreur, mais il s'est dit ouais là. Le courant se poursuit, mais s'atrophie dans les années 80, alors que le genre de l'horreur est surtout dominé par le slasher. Alors, on a les Friday the 13th, les suites de Halloween, les Nightmare on Elm Street, pour ne nommer que les plus faciles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Néanmoins, en début de décennie, on peut voir des films d'exploitation assez notables juste pendant l'année 1980. Alors, Mother's Day de Charles Kaufman, Maniac de William Lustig, Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, City of the Living Dead de Lucio Fulci, avec le vent de verre. C'est dégueulasse. 2 ans plus tard, en 82, Lucio Fulci nous offre le très vicieux New York Ripper, même année que Evil Dead de Sam Raimi.
Evil Dead qui à l'époque surprend tout le monde avec sa violence extrême et bien entendu la fameuse scène de viol d'arbre. Ugh. C'est pas pour rien que le film a sa place dans la liste des vidéos nasties. Là, préparez-vous parce que je vais faire une petite parenthèse historique sur les vidéos nasties si vous n'êtes pas déjà familier avec cette tranche d'histoire. Alors au début des années 80, au Royaume-Uni, il y a une vieille Karen qui est tellement outrée par ce genre de film ultra dégueu qu'elle s'associe avec l'Association nationale des téléspectateurs et des auditeurs du Royaume-Uni pour lancer une campagne visant à bannir tous ces titres des tablettes. Il en résulte une liste exhaustive de films que la police a le droit de saisir dans les clubs vidéo. L'ironie de la chose, c'est que les journaux en parlent tellement que les gens connaissent maintenant des films qu'ils auraient jamais connus s'ils n'avaient pas été censurés. Bon coup de pub pour ces films-là, qui sont déjà du cash grab pour les réalisateurs, qu'on se le dise. Alors dans les films que les policiers pouvaient retirer des tablettes, on avait entre autres Blood Feast, The Burning, Anthropophagus, Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, Don't Go in the Woods, c'est que c'était pas bon, Driller Killer, Faces of Death, House by the Cemetery de Lucio Fulci. Et là, je vais arrêter là parce que j'en perds ma diction. La liste complète est disponible sur IMDb, le lien sera également dans la description. Alors, en 1984, le Parlement adopte une loi exigeant la certification de toute sortie vidéo par la BBFC, et c'est une loi qui existe encore aujourd'hui. Bouh! Il y a un documentaire très complet qui existe sur le sujet qui s'appelle Video Nasties, Moral Panic, Censorship and Videotape, réalisé par Jake West en 2010. Donc, je vous invite à l'écouter si le sujet vous intéresse. Et il y a aussi Rebecca McKendry qui en a fait un épisode pour Nightmare University. Fin de la parenthèse. De notre côté, on retourne à notre sujet principal. À partir de la moitié des années 80, la violence extrême s'éteint tranquillement et ne reviendra pas à l'écran avant plusieurs années. Bien entendu, des films violents, on en voit quand même avant le boom dans les années 2000, dont je vais parler après la pause musicale. Cela dit, les films d'horreur qui dominent les écrans entre 1984 et 2003, à peu près, ne font pas dans la violence extrême. Je dis pas que le cinéma extrême n'existait pas pendant ce temps-là non plus. Il y a eu des tonnes de séries B internationales assez extrêmes qui ont fait leur chemin sur les tablettes de clubs vidéo, entre autres. Mais dans les salles de cinéma, on voit autre chose. Jusqu'au début 2000, où là, les salles de cinéma s'apprêtent à prendre toute qu'une giclée. On se retrouve tout de suite après Créature Nocturne, tiré de l'album Aftermath, pour jaser de l'arrivée du torture porn en bonne et due forme. Telle une créature dans la nuit, je marche solitaire sans un bruit. Dans les vitrines, mon reflet anonyme me dessine une rose sans épines. Mes yeux le broient, cherchent dans la brume. Je me dévoile sous les rayons de lune. Et jamais de nulle part tu n'as surgi. Tu me laisses dans la froideur de la nuit. Mon cerveau s'évapore dans ma tête. Au moins quand t'es pas là, c'est la fête. J'attends le prochain toi, le prochain nous. J'ai le sevrage, je suis complètement fou. C'est
De retour au Café Plot, on est rendu dans les années 2000. Alors, le début 2000 se démarque par ses films d'horreur assez soft, si je puis dire. Alors, je pourrais parler de The Others, de Joyride, de Scream 3, qui ne comporte pas une goutte de sang. On en retrouve peut-être plus dans Final Destination en 2000, mais encore une fois, on est dans le surnaturel un peu cucu, dans le suspense plutôt que la démence. Et là, un point tournant dans l'histoire de l'humanité. Les attentats du 11 septembre 2001 changent le monde à jamais. Les médias, les bulletins de nouvelles regorgent de peur et de tristesse. Le monde est cicatrisé à jamais. Et bien entendu, ça commence à se refléter au cinéma. On peut alors observer un phénomène similaire à la période post-Vietnam, où les cinéastes indépendants n'avaient plus peur d'utiliser un traitement visuel cru et à pousser les limites de la violence. Parce qu'ils s'inspiraient simplement de ce qu'on pouvait observer dans les médias, soit la violence nihiliste d'une période actuelle, et ces films-là étaient super populaires dans le milieu du grindhouse. Mais ce qui arrive au début des années 2000 va engendrer un succès encore plus inusité. Et là, c'est délicat d'employer le mot succès dans le contexte d'une période aussi sombre que la période post-911, mais pourtant, le mot est pesé parce que tranquillement, le gore, le sadisme et l'obscénité font leur grand retour et pas juste dans les petites salles indépendantes. Concrètement, c'est en 2003 qu'on peut observer un switch avec plusieurs sorties notables comme High Tension de Alexandre Aja, 2003, qui est un succès international, qui va l'amener à réaliser des films à Hollywood. Et c'est un film assez perturbant, extrêmement violent, avec une fin qui est assez discutable selon plusieurs. Bon, personnellement, elle me dérange pas. Je trouve que ça demeure un très grand film de genre. Le timing fait du sens également, considérant qu'un autre drame vient d'apparaître dans les médias. Il s'agit des rapports de Guantanamo Bay qui commencent à faire jaser, tellement qu'en 2006, des rapports de torture venant du Guantanamo Bay Detention Center sont devenus un sujet normal au bulletin de nouvelles, ce qui est absolument terrible. Relevons aussi la sortie de House of Thousand Corpses de Rob Zombie. Là, on revient en 2003. Donc, Rob Zombie, qui est un réalisateur que je qualifierais de transgressif pour le meilleur et souvent pour le pire. Je reste un fan d'Ali Zombie. House of Thousand Corpses est grandement inspiré de Texas Chainsaw Massacre, classique des années 70, mais va encore plus loin dans la transgression en montrant absolument tout. Alors, torture, viol, boobies et langage extrêmement vulgaire. Et pour faire un autre lien avec le massacre à la tronçonneuse, le remake éponyme de Marcus Nispel voit le jour en septembre de 2003. Et diantre, quel succès au box-office! Pour un film qui à l'époque était considéré comme hyper sanglant, c'est peut-être de la petite viande pour ce qui est à venir, mais on y voit quand même une esthétique assez précise qui se bâtit. Tout a l'air sale, humide, suintant. La colorimétrie est très verdâtre, le ton du film est méchant. Bref, c'est très sombre, mais c'est en 2004 que les choses se mettent vraiment à brasser avec la sortie de Saw de James Wan. Le film est une enquête policière qui nous présente l'univers d'un tueur en série, Jigsaw, qui laisse la chance à ses victimes de survivre en participant à des jeux sadiques. Avec un budget de moins de 2 millions, c'est un projet qui vise pas vraiment plus loin que le circuit des festivals. Pourtant, le film résonne énormément avec les gens et cartonne durant ses projections, ce qui mène à sa sortie dans les cinémas commerciaux, les cinémas grand public. À partir de ce moment-là, everything is possible. C'est tout de même étonnant lorsqu'on réécoute le premier Saw, de constater à quel point le film ne focus pas tant que ça sur les pièges. Donc, premièrement, les mécanismes sont plus simples et plus DIY, leurs apparitions sont plus brèves, on focus davantage sur l'enquête, sur l'identité du mystérieux Jigsaw,
Mais ce qui marque vraiment le public, évidemment, ce sont les pièges, leur cruauté, une cruauté encore rare sur les écrans de cinéma. Et ça, c'est quelque chose qu'Eli Roth a compris parce que pas longtemps après, en 2005, il sort Hostel qui, contrairement à ça, ne prétend pas être autre chose qu'un tour de manège bien dégueulasse et qui met de l'avant les mises à mort ultra vicieuses. Donc le film est vendu comme ça. Les bandes annonces n'introduisent pas une once d'intrigue et donnent plutôt un avant-goût des multiples tortures qu'on pourra voir sur nos TV. Et sur nos TV, mais surtout sur nos écrans commerciaux. Donc après ça, on en veut plus. Et si boire, hein? Hostel nous en donne plus. On voit des tendons d'Achille coupés, un œil brûlé au 3e degré, qui ensuite est coupé pour laisser couler du petit pu. On voit un torse percé à la perceuse, on voit un crâne défoncé à coups de roche par des enfants de 8 ans, des petits bums. Bref, tout est très, très viscéral, très graphique. On est encore dans une esthétique bien précise. Les scènes de torture se déroulent dans un cachot sombre, humide, sale, monochrome que Texas Chainsaw Massacre et High Tension ont approché. Et il y a quelque chose de déjà reconnaissable. Donc voilà, on a mis de côté le côté intrigue policière de ça pour laisser l'avant-plan aux scènes gore bien excessives et aux scènes de cul très soft porn. On retrouve l'essence des films d'exploitation des années 70-80. Pas pour rien que Quentin Tarantino a voulu produire, mais pour la première fois, on en fait l'expérience dans les cinémas mainstream. C'est fou quand on y pense. C'est déjà la mode ou plutôt c'était déjà la mode quand j'ai découvert le cinéma d'horreur. Alors j'ai été directement exposé à cette trend-là de la mi-2000 parce que les affiches et les bandes annonces étaient partout. Il y avait une production de masse de films ultra violents que j'avais pas encore le droit de voir, mais god damn it que ça m'intriguait. Et que je savais que je finirais par les voir en cachette avec mon père, quand ma mère serait partie faire les courses, là. Bref, je vous l'ai déjà dit, j'ai une affection particulière pour ce sous-genre de l'horreur, malgré toute la merde qu'on peut en dire. Même si je sais que la nostalgie y joue beaucoup, effectivement. Et voilà, j'ai quand même tendance à penser qu'un mouvement très semblable pourrait revenir très bientôt. J'y reviendrai plus tard, là, à la fin de ma thèse. Mais voilà, après Hostel, c'est la folie furieuse. Les films de torture sortent en masse parce qu'ils fonctionnent extrêmement bien. Autant au cinéma que dans les clubs vidéo, où même les cinéastes internationaux et indépendants ont la chance de surfer sur le succès de ce qui sort en salle. C'est d'ailleurs l'année suivant Hostel, en 2006, que le journaliste David Edelstein mentionne pour la première fois le nom de ce sous-genre dans un article du New York Times. « Now playing at your local megaplex, torture porn ». Donc voilà, ça se voulait... dépression, je sais pas si c'est un mot, mais voilà, ça se voulait méprisant. Mais il n'y a pas à dire, à ce moment-là, même les films d'horreur qui ne sont pas des tortures porn, à proprement parler, possèdent cette signature de l'époque. Donc, un montage bien erratique, une violence bien crue, bien centrée sur le sadisme et l'agonie, qui est très présente dans des slashers comme House of Wax de 2005. Je veux dire, c'est un slasher assez typique, même s'il y a bien de la cire et que c'est quand même cool à voir. Mais nommez-moi d'autres slashers typiques qui ont ce niveau de sadisme. S'il y en a, je suis sûr qu'ils sont de cette époque-là, puis que je les ai pas encore vus. The Descent de Neil Marshall en 2005, qui n'est pas un torture porn, c'est plutôt un survival, un creature feature. Mais on a quand même ce côté-là très mean-spirited, où les personnages souffrent énormément, psychologiquement, physiquement. Et ça jute, les amis, bon sang que ça jute. Il y a du sang et des tripes partout là-dedans.
On a droit à 6 suites pour ça, qui vont de plus en plus loin dans le sadisme. Donc, Saw 3D de Kevin Grotter en 2009 est pour moi le plus dérangeant de la saga entière, juste parce qu'il représente, selon moi, le pic de la cruauté que nous, humains, ressentions le besoin de voir à l'écran à ce moment-là. Il est épouvantable, le Saw 3D. Je veux dire, la scène dans le garage mécanique doit être le truc le plus fucked up que j'ai vu dans un film grand public. C'est très, très, très barbare. Mais le torture porn ne s'arrête pas à ça ni à Hostel et leur suite. On a aussi le remake de Hills of Eyes de Alexandre Aja, qui est aussi d'une brutalité sans nom, qui selon moi est surpassé dans le second volet en 2007, même si c'est une brutalité qui n'a plus le même impact. On est beaucoup plus dans le grotesque que dans le réalisme sadique de Alexandre Aja, mais il commence très fort le deuxième volet, donc la suite du remake. Donc ça commence avec une scène d'accouchant qui est méga nasty, et honnêtement j'ai encore de la misère à croire que c'est ça qui remplissait les salles en 2007. Voilà, faut le voir pour le croire, regardez juste l'introduction, c'est fucking dégueulasse. Donc, même chose pour le Halloween de Rob Zombie, qui est ultra sadique et vulgaire, et pourtant financé par un méga studio. Parce qu'à ce moment-là, l'univers de Rob Zombie rejoint beaucoup la trend. Donc son Devil's Reject en 2005, donc 2 ans avant, a été un succès, et d'après moi, c'est pour ça qu'il s'est vite retrouvé dans les griffes des Weinstein pour Halloween et sa suite. Donc le film se veut un remake du classique de John Carpenter, mais il s'inscrit tout de même dans la vague, dans la vague de films de torture actuels. Donc on a l'esthétique industrielle que Rob Zombie a toujours bien maîtrisée. On a des scènes de cul assez explicites, en plus d'une scène de viol absolument gratuite et dégueulasse, et pourtant très de l'époque, donc scène disponible dans la version unrated seulement. On peut pas la reprocher à Rob Zombie, parce que on peut pas reprocher cette scène-là à Rob Zombie, ou pas qu'à Rob Zombie, parce que la violence sexuelle revient souvent aussi dans le torture porn. Donc, on l'a déjà vu dans les 2 Hills of Eyes, mais aussi dans des remakes de films d'exploitation comme The Last House on the Left ou celui de I Spit on Your Grave. On l'a vu dans Wolf Creek, peut-être pas aussi explicitement, mais on le comprend très bien. Dans Texas Chainsaw Massacre The Beginning, qui est probablement le volet le plus horrible de toute la saga, selon moi. Peut-être pas le meilleur, mais certainement le plus méchant. Alors, le cinéma underground des années 70 et 80 est désormais une mode populaire. Si High Tension a été précurseur du mouvement, la France nous balance plusieurs claques avec des films comme Frontières, Inside, Martyrs, des films encore une fois très 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 violents qui proposent encore une fois ce nihilisme, cette noirceur et cette mort de sang. Il y a une touche malaisante qui est encore plus présente que dans ce qui se fait aux États-Unis, selon moi. Je sais pas ce que vous avez les Français, mais vous l'avez. Vous l'avez l'affaire en termes de films d'horreur. Martyr est probablement la twist la plus intéressante du film de torture. Donc, Pascal Laugier, il déconstruit la fascination qu'on porte à la violence extrême, à normaliser cette cruauté qui est sans nom. Martyr est un film peut-être moins grand public, mais c'est sorti en salle et ça a fonctionné. Le film donne mal au cœur, non seulement pour sa violence graphique assez dure à confronter, mais aussi pour l'état psychologique dans lequel il réussit à nous mettre par la force de son récit, par sa direction artistique et par sa direction d'acteur. On y croit, on rit pas une seconde, on n'est pas dans un spectacle sanguinolent et gratuit comme Hostel, mais dans une barbarie extrêmement calculée, sincère et pertinente. C'est un film à voir si c'est pas déjà fait. Xavier Dolan est là-dedans, vous avez pas d'excuses. Donc c'est un film qui est encore culte aujourd'hui, et voilà.
Vers la fin du mouvement du torture porn, en 2007, on voit encore quelques sorties intéressantes. Captivity, c'est vraiment pas bon, mais Hostel Part 2, il est génial. Même chose pour Eden Lake en 2008, qui est assez élevé, qui a fait assez jaser. The Collector de 2009, qui est très très cool, bien méchant. C'était censé être à la base un prequel à ça. Et finalement, le projet a pris une autre tournure. Mais voilà, on reconnaît... on reconnaît tout de même très bien l'univers de ça. Sans que Jigsaw soit relié, mais... Bref, The Collector, moi je l'aime beaucoup, je vous le conseille. Mais voilà, après 2009, les sorties de torture porn s'atténuent visiblement et deviennent des films de moins en moins populaires, plutôt destinés au marché de la vidéo que celui du grand écran. Ainsi, les années 2000 furent marquées par les films de torture, probablement les films d'horreur les plus populaires de leur temps. Tout comme dans les années 70, les années 2000 sont empreintes d'un cinéma d'horreur bien violent, bien sadique, reflet d'un contexte sociopolitique dramatique, mais contrairement aux 70s, qui se limitaient à un circuit plus underground, les 2000s se démarquent par la popularité mainstream de ces films ultra-violents. À partir de 2010, ce qui domine les cinémas commerciaux, ce sont plutôt les films de fantômes, de maisons hantées à la Conjuring, d'histoires plus folkloriques même. Comme si on avait soudainement besoin d'histoires plus douces et de beaucoup de jumpscares. Bouh. James Wan fut, entre guillemets, le pionnier du torture porn en 2004 et la décennie suivante, en 2010, il popularise le film paranormal avec Insidious. Donc là, on est pogné pendant des années avec le fucking Conjuring Universe qui nous chie à chaque année une suite d'Annabelle ou de la Noune. Et un peu plus tard, on tombe dans ce qu'on qualifie souvent de Elevated Horror. Des films plus artsy dans lesquels l'horreur doit absolument être la métaphore d'un trauma et ou d'une maladie mentale. C'est bien trendy et don't get me wrong, il y a des films là-dedans que j'adore, avec lesquels je vais faire des parallèles pour ce qui est à venir. Mais sinon, après 2010, les films de torture appartiennent surtout au marché de la vidéo, où on peut trouver beaucoup de trucs assez niches et dégoûtants. On jase de ça tout de suite après la pause. On se laisse pour l'instant avec Bar les Ruines. J'ai vu en rêve ce pavillon magique aux portes western, pornographique, j'aime tant mes pères. Je me sens ludique au milieu des cocus, des hippies et des alcooliques. Oh yeah. Y'a pas de fermeture, l'euphorie 24/7. Si tu échappes
De retour parmi nous. On aime bien l'ambiance musicale au Café Plot, mais là, on est de retour dans le sang et les viscères. Alors, entre 2004 et 2009, le torture porn dominait les écrans commerciaux en termes de cinéma d'horreur. Depuis, le genre est techniquement en dormance. Autrement, les films qui focusent sur l'aspect torture, on en a de temps en temps. Les suites de Wrong Turn, par exemple, sont dignes de mention, même s'ils appartiennent majoritairement au marché de la vidéo, ça ne les empêche pas de s'y donner à cœur joie dans le sadisme et le très mauvais goût. On a même eu droit à un reboot en 2021, ce qui est pas tant loin. Ça demeure une franchise qui est restée active assez longtemps, ce qui doit signaler un certain intérêt de la part du public ou simplement une urgence du studio à renouveler les droits. Dans d'autres, je pourrais parler aussi de Green Inferno de Eli Roth, sorti en 2013, qui est d'ailleurs un hommage au film de Cannibal des années 80. Même année que le remake de Evil Dead, qui est ultra graphique, mais qui s'éloigne tout de même d'un point de vue esthétique de Saw, Hostel, Wolf Creek. C'était plus sa propre affaire. Et je compterais peut-être à la limite You're Next dans les derniers films populaires qui se rapprochent de l'esthétique brute, malaisante du torture porn. Mais on reste dans quelque chose de meilleur goût, entre guillemets. On est dans un slasher assez classique, bien sanglant, bien brutal, mais auquel il manque encore un côté vraiment nihiliste, brut qu'on a pu voir au début des années 2000. You're Next est très mean-spirited par moments, mais il est surtout très drôle et plus voué à bâtir des personnages intéressants et charismatiques que dans un film comme Captivity, sorti en 2007 ou en 2009, ici au Québec. On était pressé de la voir, cette shit-là. Parallèlement, du côté de l'underground, on peut voir des trucs particulièrement hardcore sur les tablettes des vidéoclubs. Des trucs comme The Perfect House en 2012 de Chris Albert et de Randy Kent. On a aussi la suite du remake de I Spit on Your Grave, donc I Spit on Your Grave 2 en 2011, qui est absolument ignoble. Sérieusement, je ne recommande à personne de regarder ça. Joyride 3 en 2014 de Declan O'Brien, grand réalisateur de suite de films avec beaucoup de sang, beaucoup de totons, pour ne pas dire hémoglobine et tétine. Bref, des trucs assez cheap là, qui veulent maintenir le sous-genre en vie et qui pourtant se tirent dans le pied à chaque tentative parce que c'est pas très bon. En 2016, on a l'exemple le plus notable de ce qui annonce potentiellement un retour du torture porn au cinéma. Ça, Damien Leone ne le sait pas encore, mais cette année-là, il sème une graine importante dans le monde du cinéma d'horreur contemporain avec son premier long-métrage, Terrifier. Le film met en vedette Art the Clown, un antagoniste au design maintenant iconique, qui était déjà apparu dans 2 courts-métrages du même réalisateur, donc The Ninth Circle en 2008 et Terrifier, donc éponyme, en 2011. Le film de 2016 demeure un micro-budget non destiné au grand public, qui a tout de même fait son chemin jusqu'à Netflix 2 ans plus tard, ce qui a définitivement aidé à faire parler de lui. Donc ça lui a ça lui a donné un boost, je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc malgré un côté cheap qui se ressent surtout dans l'interprétation des acteurs et dans son scénario, il se dégage aussi du film une vraie passion pour le cinéma d'exploitation des années 80. Donc le traitement visuel est sale, monochrome, granuleux, ça fait très VHS. L'absence d'intrigue est plutôt assumée. On peut voir Art the Clown qui inflige au personnage des sévices extrêmement cruels et la qualité incroyable des effets gore pratiques ajoute au malaise. Damien Leone, à la base, c'est un gars d'effets spéciaux et ça paraît. Il va trouver le moyen de te montrer sans problème une femme tout nue se faire scier en 2 à l'envers dans le sens de la longueur. Ah, c'est rough. Il y en a un autre qui se fait arracher le scalp et les seins que le clown s'amuse à porter. Ça me met toujours très mal à l'aise comme passage.
troisième femme qui se fait fouetter à coups de lame de rasoir, qui se fait frapper par un char, littéralement manger la figure, ça arrête plus. Cette fille-là devient une antagoniste, cela dit, dans les deux suites, d'un personnage qui est assez cool. Ça devient moins misogyne plus ça avance dans la série. Terrifier, l'original de 2016, va très très loin. Il n'y a rien qui est laissé à l'imagination, puis le résultat nous laisse encore un goût amer dans la bouche pendant que le générique défile. Ceux qui ont vu Terrifier pour la première fois se rappellent à quel point ils avaient besoin d'une douche à ce moment-là. Du moins, c'était mon cas. Je l'ai vu pour la première fois sur Netflix en 2018, l'année où le film a bénéficié d'une sortie limitée. J'étais honnêtement pas prêt à quelque chose d'aussi trash, encore moins sur Netflix, mais bon, il y a les 2 remakes de Hills Have Eyes sur Disney+, qui suis-je pour juger? Malgré tous ces beaux aspects, il faut quand même un certain temps pour que Terrifier gagne en réputation et engendre un solide noyau de fans. L'année suivant Terrifier, Hollywood tente un retour au torture porn avec le 8e volet de la franchise Saw, qui s'appelle Jigsaw, de Michael et Peter Spierig. Alors pour un film de la franchise ça a plus grand chose à voir avec les anciens épisodes. La cinématographie est très léchée, tout est propre et il y a un côté méta qui ajoute une certaine légèreté. Et c'est encore pire dans le 9e opus en 2021. On y reviendra. Mais pour un film au budget de 10 millions, qui en rapporte plus de 100 millions, on peut parler d'un certain succès commercial. Il y a définitivement des gens qui sont prêts pour retourner voir des pièges mortels et des boyaux qui revolent. Comme autre exemple de grosse sortie, on a Leatherface de Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui sort la même année que Jigsaw. Cela dit, ça passe complètement inaperçu, et c'est dommage parce que ce film-là, c'est sale. Il y a un niveau de fucked up rarement égalé dans la série des Texas Chainsaw Massacre, où on va jusqu'à une scène de triolisme avec un cadavre gluant. Fallait bien des Français pour faire ça. Mais quand même, à ce moment-là, les gens sont peut-être pas prêts à revoir ce niveau de violence dans les multiplexes. Et pourtant, en 2009, il y a un méga succès comme Midsommar de Ari Aster, qui présente des moments très graphiques, très perturbants, de corps mutilés, transformés. Il y a même un personnage sur qui on pratique une torture du temps des Vikings, celle où on te sort les poumons du dos et que ça te fait des belles ailes roses, ou noires dans mon cas. On dit des bêtises. Par contre, tout ce que je viens d'énumérer pour la période 2010-2018 environ, on garde en tête que ce sont des cas isolés. 2019, COVID-19, c'est la pagaille. On se retrouve tous confinés chez nous, complètement seuls pour beaucoup. La vie est comme sur pause pendant un temps indéfini. Puis en attendant que ça reprenne, on attend. On attend de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir travailler, revoir ses camarades de classe, notre famille qui habite peut-être loin. Pendant que tout se replace, on a tout le temps du monde pour se retrouver avec nos pensées. Trop penser. Développer toutes sortes de manies. Peut-être même une certaine agressivité face à une pandémie mondiale qui en a brassé de la merde pendant plus de 2 ans. Donc, la pandémie de la COVID-19 est indispensable de mention dans l'histoire du cinéma. D'une part, c'est un point tournant dans la façon dont on va continuer à consommer le cinéma, et d'une autre, on constate un courant post-pandémie dans l'horreur. Donc, pendant la fermeture des cinémas, les films sortent directement dans nos salons. Alors on se tourne vers Netflix, Prime, Shudder pour binge-watcher. Et si on regarde ce qui se fait en horreur en 2020, on constate que c'est pas mal plus soft que d'habitude dans les multiplexes. Ce qu'on trouve de plus heavy doit être Fantasy Island. En même temps, c'est comprenable parce que c'est une année difficile pour l'industrie. Donc il y a beaucoup de projets annulés, de retards, de postes coupés. C'est vraiment la pagaille et on se contente beaucoup de ce qui sort directement sur les plateformes. Même si en 2021, on voit sortir le 9e opus de Saw,
alors Spiral, qui démontre encore un certain intérêt pour le genre, 17 ans après la sortie du film original. Ça demeure une année très soft en général dans l'horreur, donc rien de particulier qui se démarque par sa cruauté et son esthétique industrielle. Le point tournant, je crois personnellement qu'il arrive en 2022 avec l'arrivée en salle de Terrifier 2. Alors malgré une production complètement indépendante, le film se ferait un chemin dans le mainstream américain. Le film comporte une sortie tout de même limitée, mais il est un succès au box-office parce que pour un budget de 250 000 $, c'est minuscule, il en a rapporté 15,7 millions. Bref, qui aurait cru qu'en 2022, un film aussi graphique, obscène et méchant aurait encore sa place en 2022? Peut-être parce qu'on sort de 3 ans de pandémie et qu'on a juste besoin d'un méga exutoire bien crasse, pas subtil. Et Terrifier nous offre tout ça, multiplié par 100. Le film est vraiment fucked up et résonne pourtant avec tout le monde. Art est la nouvelle icône de l'horreur. Plus sadique que n'importe quel boogeyman que l'on a pu voir dans l'histoire du cinéma macabre. À partir de ce moment-là, on se permet des sorties de plus en plus fucked up, de plus en plus souvent. En 2022, on a le remake de Hellraiser de Davis Bruckner. On les connaît déjà bien, hein, les Cenobites, ces créatures sadomasochistes qui répandent le sang partout. On a Speak No Evil de Christian Taftrap. Et là, je parle de l'original, pas celui qui vient de sortir, ou plutôt qui est sorti en 2024. Non, l'original qui comporte un 3e acte absolument terrifiant qui, cette fois, n'a pas passé sur les écrans hollywoodiens, mais qui a fait son chemin sur les plateformes de streaming. Je crois que c'est sur Shudder qu'il était sorti. On a aussi Barbarian de Zach Gregor. Barbarian qui est assez incroyable et qui comporte beaucoup d'éléments aussi, beaucoup d'éléments qu'on a vus pendant le boom de films de torture à la mi-2000. On a Smile aussi de Parker Finn, qui a été assez populaire aussi pour avoir une suite en 2024. Donc Smile, qui est assez... qui pourrait donner l'impression par son marketing d'être un film campy, drôle à la limite, un peu Blumhouse, alors que non, c'est assez dark, c'est assez dans ta face. Il y a pas une abondance incessante de sang et de viscères, mais il y en a, et quand il y en a, ça frappe fort. Il y a X de Ty West, qui ici au Québec a été classé 16 ans et plus. J'ai l'impression que dernièrement ça en prend beaucoup. X qui, oui, sans être un torture porn, est tout de même un hommage au film d'exploitation des années 70. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cité Texas Chainsaw Massacre, même si je crois que Ty West a affirmé qu'il s'est pas du tout inspiré du film de Tobe Hooper. Bref, je veux pas starter de débat. Et... d'ailleurs, Texas Chainsaw Massacre, on a eu un autre, pas un remake, mais un genre de reboot, suite direct, whatever, c'était pas bon. Texas Chainsaw 2022, qui se rapproche beaucoup de l'esthétique des remakes de 2002 et de 2006, soit dit en passant, c'est très très sale. Je dirais que la photographie est peut-être un peu plus belle, on est moins dans le téléobjectif qui aplatit tout et qui enlève toute la dimension, bref. Et finalement, on a The Sadness, qui est définitivement le plus extrême des mentions honorables, qui a fait aussi parler de lui à l'international et qui a un esprit terriblement pervers. Je trouve qu'il est aussi le plus représentatif de l'horreur post-Covid. Donc voilà, dans The Sadness, on a un virus qui isole les survivants et qui réduit les infectés à des pervers dégueulasses et extrêmement agressifs. On a ici une vision extrême sur la pandémie qu'on est en train de traverser. Donc, l'inattendu d'une situation comme celle-ci expose les plus bas instincts de l'humain. On l'a vu avec les nombreux mouvements sociaux qui ont vu le jour pendant le confinement, donc le #MeToo, le Black Lives Matter. C'est une période particulièrement ingrate pour l'être humain.
Donc, encore une fois, les médias sont bombardés de violence, de racisme, d'agression sexuelle, d'abus de la part des forces policières dont on a tous été témoins, notamment avec la mort de George Floyd. Face aux horreurs médiatiques bien ancrées dans le réel, le cinéma d'horreur n'a d'autre choix que d'accoter le niveau de violence des actualités. En fait, c'est pas vrai. Il a toujours le choix, mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Alors, de Sadness réussit haut la main à imaginer toute la folie, la haine et la dépravation qu'un cerveau post-pandémique a pu s'imaginer sans pouvoir s'exécuter. Le film va loin, très très loin, dans tous les niveaux de violence possibles. Mais c'est aussi très bien réalisé, très bien écrit, très bien interprété. J'adore, c'est à voir, The Sadness. C'est toute qu'une ride. En 2023, la violence est encore assez présente en salle. Au box-office, on a Saw X qui fait fureur, qui est sans doute le meilleur opus de Saw depuis très longtemps. Sans doute dû au fait que le film est un retour aux sources absolues. En termes d'esthétique et de sadisme, il a été extrêmement rentable. De l'autre côté, on a Evil Dead Rise, excellent nouveau chapitre d'une saga reconnue pour son gore excessif, son gore. Les Evil Dead sont pas considérés comme des torture porn, surtout pas les épisodes plus comiques comme le troisième, mais beaucoup d'éléments de torture sont présents. Les Deadites, donc les possédés, ne vont pas te tuer rapidement à la Jason Voorhees. Là. Ils vont te scalper le crâne vivant, ils vont te faire un gratin de mollet avec la râpe à fromage, puis te faire avaler du verre brisé. Tout fait mal, tout est montré, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur les écrans de multiplex. Pas depuis Saw 3D en 2010, si je ne m'abuse. Il y a aussi When Evil Lurks, qui arrive sur Shudder en 2023. Un film argentin bien dégueulasse. Comme avec Evil Dead, on n'est pas dans de la torture pure, mais on est bien profond dans le gore, le sadique, et le sadisme, et l'esthétique de pisse. C'est d'ailleurs un autre film qui parle d'infection. Donc, c'est un film de possession démoniaque qui se répand un peu comme un virus dans un monde post-apocalyptique. C'est particulier et ça ramène à la pandémie planétaire de 2019. Puis, on arrive en 2024, les amis. Une année absolument incroyable pour le cinéma d'horreur. Il n'y a pas photo. En 2024, on atteint un pic de violence dans les salles mainstream qu'on n'a pas vu depuis la vague de torture porn en mi-2000. Terrifier 3 de Damien Leone sort en octobre et c'est un carton au box-office. Ça a dépassé Joker 2 dans les salles américaines. C'était pas dur à battre, me direz-vous, et moi de répondre, hostie, c'est quand même un film d'horreur 18 ans et plus, low budget, avec un gars qui se fait sodomiser par une tronçonneuse en gros plan détaillé, qui a battu un film de studio avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix. Merde! Ma mère, elle a pu le voir avant moi dans sa ville abitibienne, alors qu'à Montréal, j'ai eu de la difficulté à le regarder à cause de sa sortie limitée ici. N'empêche que Terrifier 3, en 2024, c'est un phénomène. Les gens se garochent pour le voir. Il y a des rumeurs comme quoi les gens vomissent et perdent connaissance en salle. Good marketing. Mais honnêtement, cette fois-ci, je peux comprendre. C'est un film qui va très, très loin dans le sadisme. Les meurtres sont extrêmement gore, extrêmement graphiques. Je me répète beaucoup, mais je vous jure que plus j'avance dans mes titres, plus ça va loin. Ça a beau avoir un côté humoristique très assumé, qu'on retrouvait peut-être moins dans le premier opus. Ça demeure très sale, très vicieux. Et c'est quand même assez inusité pour le grand public. Jamais de ma vie, et dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai vu une telle barbarie à l'écran. Et pourtant, ces 2 heures de carnage bien dégueulasses font partie des films les plus rentables de 2024. Peut-être pas dans le top 10, mais dans le top 50. Mais Chris, pour un film constitué majoritairement de scènes de torture, c'est impressionnant et ça l'appuie quand même bien ma théorie. Je pense.
On a droit aussi à Smile 2, qui est assez hardcore, lui, avec. Il arrive peut-être pas à la cheville de Terrifier 3 en termes de sadisme, mais ça demeure très gore. Très sanglant. L'histoire est très dark, encore une fois. Ça parle de trauma, ça parle de dépression, ça parle de suicide. Comme dans le premier film, il n'y a pas de lueur d'espoir. Tout est sombre, sans issue, et les morts sont brutales as fuck. Même si c'est pour durer 2 secondes, tu vas le voir, le gars qui s'arrache la mâchoire avec un pied de biche. On a Immaculate qui sort en mars et qui contient aussi beaucoup d'éléments de torture et de scènes assez gore. Qu'on avait perdu l'habitude de voir au cinéma. Quoique, depuis les années 2020, on témoigne d'une violence de plus en plus graphique et de plus en plus fréquente. Même si en 2024, on voit pas encore des films de torture qui sortent en masse, en salle et qui font des millions, ben on en a vu quand même! Entre autres avec Terrifier 3 en 2024 et Saw X en 2023. Puis avec les films indépendants et internationaux qui sont beaucoup plus accessibles au grand public via des plateformes comme Shudder, Netflix, Prime, Tubi, ben on a des films extrêmes comme The Sadness, Speak No Evil, When Evil Lurks, ou même le premier Terrifier, qui ont bénéficié d'une super visibilité et qui ont fait beaucoup jaser et qui font encore jaser. Donc, Speak No Evil a eu droit à un remake en 2024 et Terrifier a eu droit à 2 suites qui sont sorties en salle, dont un 4e film est prévu pour 2026, je crois. Notons aussi que 2024 fut une année absolument incroyable pour l'horreur tout court. On a eu des suites prequels incroyables comme Alien Romulus, The First Omen, VHS Beyond, Max 16, des comédies d'horreur vraiment le fun comme Y2K, Sting, Abigail, des succès internationaux comme Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, Vermine, Coco, ou encore des propositions complètement déjantées comme Azrael, Mads et bien entendu The Substance de Coralie Farja. Sorti en 2024, succès critique et commercial, le film va à fond dans le body horror et l'imagerie grotesque qui résonne énormément avec le public. Le film est hyper hypé dans son marketing. Je dois vous dire qu'en débutant ma recherche, ma position était claire. Je croyais vraiment qu'une nouvelle vague de torture porn était en chemin, directement liée aux séquelles de la COVID-19. Mais là, je dois dire qu'après avoir étudié les sorties qui se sont faites entre 2009 et 2024, je suis, disons, plus nuancé avec cette idée. Il y a définitivement une montée de la violence, ou plutôt un intérêt à voir celle-ci au cinéma dans les années 2020. Il y a quelque chose qui fait qu'on veut en voir de plus en plus. Puis en 2024, on a atteint un pic avec Terrifier 3. Peut-être qu'en 2025, on va en avoir plus. Peut-être que les corps mutilés et des cris d'agonie, ça va devenir à grosse mode. Et je serais pas surpris. J'ai souligné beaucoup d'éléments tout au long de l'épisode qui, pour moi, sont les indices d'une nouvelle trend. Une nouvelle trend plus dark, plus sanglante. N'empêche qu'on est capable de prendre plus de claques que dans les années précédentes et j'ai pas l'impression qu'on va y aller en s'assagissant, personnellement. L'affaire, c'est que j'ai constaté aussi que malgré la violence graphique qui est peut-être plus présente dans les salles mainstream en ce moment, ben c'est pas aussi notable que dans les années 2000 au niveau du rythme de sortie. Après le premier Saw en 2004, les sorties de films de torture n'arrêtaient plus. En 2024, il a fallu attendre le 3e volet, extrêmement gore, oui, d'une franchise indépendante, mais quand même 3 ans pour qu'elle ait droit au succès qu'elle mérite. On est moins certain qu'à l'époque que c'est ce qu'on a vraiment envie de voir en tant que spectateur de la violence sadique. Mais si Saw X ou Terrifier 3 ont si bien fonctionné malgré des scènes à la limite du soutenable, ben moi, tout de suite, j'ai espoir que 2025 sera l'année du Rated R et que 2026 sera celle du gros gore sale. C'était tout de suite pour le Café Plot. Bonne soirée et à la semaine prochaine.